Bonjour Catherine Cusset, on ne vous a pas entendu dire que vous étiez contente de recevoir le prix. Donc Je suis très contente. C'est ma première fois. C'est ma première fois à Vichy, malgré mon nom qui a l'air d'être assez local. C'est la première fois que vous venez à Vichy? Oui, c'est la première fois que je viens. J'en avais déduit que vous étiez à 3 kilomètres, puisque la ville d'à côté porte votre nom. D'ailleurs, je me suis demandé si j'avais reçu le prix pour cette raison-là. Je me suis dit, ils se sont peut-être trompés, ils se sont dit, celle-là, elle ne va pas nous coûter trop cher, elle vient de Cusset. Bon, on vous félicite en tout cas. Je me permets de... Alors, juste en vous entendant là, rire, jouer avec les mots, on se dit que vous êtes le contraire de Proust en vous entendant comme ça une minute. On se dit, Oula. elle est vive. Bon, c'est que je suis le contraire de Proust, ça c'est une certitude. Que je ne suis pas Proust, ça c'est une certitude. Vous ressemblez pas au personnage, voilà, c'est ça que je veux dire. Proust est mais 100 fois plus drôle que moi, 1000 fois. Enfin, vous n'êtes peut-être pas convaincu. Mais... Justement, est-ce que dans ce livre, vous avez eu l'idée de... On sait bien que Proust est un des plus grands écrivains français de tous les temps et que son succès mondial est connu. Mais on sait aussi que beaucoup de gens ont ouvert les premières pages d'un livre de Proust et se sont dit « Ah, au bout de la 10e page, on essaye encore, 15e, 16e, et hop, on abandonne. » Alors, est-ce que c'était dans votre esprit, lorsque vous avez entamé ce livre, en se disant quand même, peut-être que je vais pouvoir donner sur mon nom et sur ma manière d'expliquer comment j'ai vécu avec lui, de donner une envie de poursuivre de la 16 à la 17e et la suite? Alors, je vais donner plusieurs réponses à ce que vous dites. La première, concernant la lecture, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait absolument pas lire les livres parce qu'on pense qu'on doit les lire. Je ne crois vraiment pas aux listes de lecture, je crois uniquement au désir de lire, comme pour tout d'ailleurs, il faut avoir du désir. Donc si vous commencez Proust et qu'il vous tombe des mains au bout de 10 pages, il y a 3 possibilités. L'une, c'est que vous avez entendu dire par des gens en qui vous avez confiance que vraiment c'est bien. Alors vous dites, ok, moi ça m'arrive souvent de lire des livres dont on me dit c'est génial, je m'ennuie atrocement pendant 50 pages. En général, suivant la longueur du livre, je lui donne 50 ou 100 pages, 150 pages. De crédit. Pour essayer, voilà. Et si je rentre vraiment pas dedans au bout de 100 pages, ben, je laisse tomber. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, les personnes en qui j'ai confiance m'ont dit que c'était vraiment, vraiment bien. J'ai envie de comprendre pourquoi, j'ai envie de savoir pourquoi. Et donc, j'avance pour cette raison-là. Bon, si au bout d'un moment, on peut être totalement, on peut ne pas rentrer dedans, être hermétique. La deuxième possibilité, c'est de laisser tomber tout de suite. La troisième, donc je dis bien sûr, si Proust vous tombe des mains quand vous le commencez. La troisième possibilité, c'est de le lire d'une autre manière, qui, je crois, à l'heure actuelle, pourrait être une bonne manière, et qui est une lecture tout simplement orale, c'est-à-dire en écoutant, par exemple, la lecture des comédiens de la Comédie Française. Moi, j'écoute pas tellement de livres audio. J'ai beaucoup d'amis. C'est-à-dire lire Proust en l'écoutant, par exemple, voilà. en l'écoutant. J'ai de plus en plus récité d'amis, par des professionnels. D'amis, surtout en Amérique, qui maintenant font autre chose en même temps, de la gym, du sport, et écoutent des livres audio. Moi, j'en suis pas encore là. J'ai besoin de lire. Mais je me rappelle quand je suis passée à la grande librairie pour ce livre en mars dernier, c'était le jour de la lecture, et donc, oh pardon. Aidez-moi vite avec le nom, c'est horrible, j'ai un blanc tout à coup, je vous dis, c'est ma fatigue aujourd'hui. Augustin Trapenard, merci. L'animateur, pardon. C'est pas la première fois que je ne peux pas prononcer son nom, je dois avoir un autre nom qui lui fait concurrence, voilà, et qui intervient à ce moment-là. Donc, Augustin Trapenard annonce, donc c'est le jour de la lecture, donc il y aura un quart d'heure de lecture à la télévision, excusez-moi, c'est en anglais qu'on le dit, mais en prime time TV. Et que justement ce quart d'heure de lecture aura lieu juste avant que moi je passe. Je me dis, ah d'accord, bon ben il n'y aura plus personne, ils auront tous éteint la télé, ça sera fini. Je me dis effectivement un quart d'heure. Et bien vous savez, donc c'était Guillaume Gallienne qui était là dans le studio de la Grande Librairie. Il était en direct, présent? En direct, oui, et il lit donc, même pas la version, il lit la scène du baiser du soir, quand Marcel attend le baiser de sa maman, le soir où ses parents reçoivent... Monsieur Swann, et il n'a pas droit à son baiser. Et c'est même pas la version finale, il lit une version antérieure que Proust a laissé tomber, sans doute parce qu'il l'a jugée moins bonne que la version finale.
il lit donc cette première version qui a été retrouvée, je ne sais pas, il y a quelques années. Eh bien, écoutez, on était suspendus à ses lèvres pendant 15 minutes. Alors, ce n'est pas le cas avec chaque page de Proust, parce qu'il aborde beaucoup de choses, Proust. Il commence à, je sais pas, avoir des remarques très savantes sur les noms, s'il parle des plantes. Il y a des passages où vous serez forcément moins intéressé. Moi, d'ailleurs, mon Proust à moi, c'est un Proust très, très humain. Moi, ce que j'aime, justement, c'est tout ce qui concerne le désir, l'amour, la déception, la douleur, le chagrin, possibilité, l'ambition, la jalousie, l'envie, tout ça, le sentiment de sa nullité, le doute, c'est tous ces sentiments extrêmement humains que je trouve chez Proust, ce qui aussi, permet aussi d'aborder une autre question qu'évoquait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était le maire ou si c'était le président de le président l'association. de l'association, qui parlait donc de Proust comme aristocrate. Et c'est vrai qu'il y a ce reproche qui lui est fait, en particulier par une autrice comme Annie Ernaux, qui dit, moi, entre moi et Proust, il y a un monde, quoi. Et qui est, voilà, c'est quand même Proust, c'est quelqu'un qui n'a pas eu besoin de gagner sa vie. Il a essayé, hein, ses parents voulaient qu'il gagne sa vie. Son frère était médecin, son père était médecin, son frère médecin et chirurgien. Et normalement, il devait gagner sa vie, mais il en était assez incapable parce qu'il était asthmatique et malade. Et il a quand même tenté le concours des bibliothécaires. Il est devenu bibliothécaire, mais il n'allait jamais au travail. Donc il a fini par ne plus être bibliothécaire. Et c'est vrai qu'il a vécu comme rentier. Et c'est pas tout à fait la vie de tout un chacun. Et je vous assure que c'est pas la mienne. Et donc, on peut ne pas se reconnaître dans. C'est vrai qu'il a aussi beaucoup fréquenté les aristocrates. Il en parle beaucoup dans ses romans. Il y a beaucoup de dîners mondains. Et quand je me rappelle, quand j'ai voulu lire Proust dans mon lycée à 15 ans, la bibliothécaire de mon lycée, qui était ma grande conseillère, qui suivait de près mes lectures, parce que j'adorais lire et je lisais tout par ordre alphabétique. Et là, elle m'a dit non, ne lisez pas Proust, c'est du bavardage de concierge. Vous voyez, on peut. Et je l'ai lu quand même, poussé par ma mère, mais vraiment, ce qui, moi, m'a tout de suite accroché chez Proust, c'est vraiment ce qui relève de l'humain, du purement humain, et avec une attention aux sentiments, aux détails, qui fait qu'il exprime et articule vos sentiments comme je l'ai jamais vu vraiment nulle part ailleurs. Et donc, vous voyez, c'est seulement si vous retrouvez vous-même dans Proust que ça vaut le coup de le lire. Si vous ne vous retrouvez pas, dans aucune des trois façons là, dont je vous ai parlé, laissez tomber. Il n'y a pas d'obligation à lire Proust. Bon, par contre, vous pouvez lire mon livre. Parce que du coup, après, vous pourrez aller dans des dîners et dire « Ah, Proust !» Elle perd pas le nord. Hein. Je connais très bien. Et c'est vrai que, alors pour répondre à votre question, non, je n'avais pas de but en écrivant le livre. Je ne me suis pas dit, je vais le... Non, mon but, c'était un but très proustien. Il y a une phrase chez Proust que je trouve tout à fait... Enfin, il y a des phrases, il y a plein de phrases de Proust qui sont gravées en moi. Et celle-là, cette phrase-là, totalement gravée en moi, c'est seule l'impression est un critère de vérité. Et ça veut dire quoi? L'impression, c'est votre impression, c'est ce que vous sentez vous-même. Et c'est pas facile, vous savez, de s'en tenir à son impression. On peut l'oublier très vite, son impression. Vous sortez d'un cinéma avec des amis, vous avez eu certaines réticences, il y a des choses qui ne vous ont pas trop plu, ou d'un théâtre, vos amis autour de vous disent « c'était génial, mais c'est extraordinaire ». Bah, très vite, vous dites « oui, c'était génial ». Et vous oubliez votre impression. Et c'est vrai que mon but avec ce Proust a été de vous donner mon impression. Qu'est-ce qui m'a fait à moi, Proust? Quel a été l'effet sur moi à 3 moments de ma vie, puisque j'imagine que je suis en train de sauter à votre question suivante. Non, mais... J'ai eu 3 lectures entières de la recherche, une à 15 ans, une à 20 ans, et ensuite je ne l'ai plus lu en entier, parce que vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que pour lire Proust en entier, il faut avoir un peu de temps devant soi. Et donc ma prochaine lecture de Proust a été à 50 ans, et c'était un peu pour des raisons professionnelles, parce que je l'ai relu parce que j'écrivais un livre dont on parlera peut-être après. Et ces 3 lectures ont été extrêmement différentes. Ça a été un Proust différent à chaque fois. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans mon livre. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a appris sur moi à ces différents moments de ma vie? Par exemple, vous parlez première lecture 15 ans. Ça a été évoqué par les membres du jury qui étaient là, mais
En 2 mots, vous étiez, vous gardiez les enfants de quelqu'un d'extrêmement aisé, un peu comme Proust. Et donc, vous le gardiez et vous traversiez une période particulière de votre vie où vous n'aviez qu'un souci en tête. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Et pourquoi il dit ça alors s'il m'aime pas? Vous voyez, et vous dites, l'amour était votre seule préoccupation. Et c'est vrai que Proust, sur l'amour, est particulièrement disert. C'est-à-dire, il explique que tout est impossible, etc. Et donc, vous étiez là à dire, ah, enfin, quelqu'un d'intelligent qui pense comme moi, ça fait du bien. C'est ça, c'est Hein? ma vision de Un l'amour. consolateur en chef. Ma vision de l'amour à 15 ans, bon, à 15 ans, j'étais à la fois très innocente et tout le temps amoureuse. Tout le temps Et amoureuse. tout le temps amoureuse. Mais Vraiment, de quoi? de tout. Ah, de tout. Oui. Vous êtes ambitieuse. J'étais amoureuse, je sais pas, enfin, je dis à 15 ans, je veux dire entre mes 14 et mes 18 ans, quoi. Donc, j'étais amoureuse d'une fille de ma classe, j'étais amoureuse de ma prof de français, j'étais amoureuse d'un garçon rencontré en vacances, j'étais amoureuse d'un cousin, j'étais tout le temps amoureuse. Et, et avec des amours très, très intenses, dont les plus intenses ont été, effectivement, quand je suis tombée amoureuse de cette fille de ma classe à 14 ans. Vraiment, vraiment passionnément amoureuse. C'était réciproque? Oui. Oui. Oui, oui. Mais ça a été, enfin, c'est compliqué. Vous savez, je suis partie en vacances, donc l'été de mes 14 ans, brûlante d'amour pour elle. Je lui ai écrit une lettre de 15 pages d'un romantisme absolu nourri par toutes mes lectures. Et j'ai attendu la réponse. Et je tremblais, j'attendais. Finalement, le postier me donne une enveloppe qui contient une carte postale représentant une petite église romane. Elle allait voir beaucoup d'églises avec ses parents. Ils aimaient beaucoup l'architecture. Et elle écrit chère Catherine, je vais bien, je mange bien, je digère bien, je dors bien. J'espère que tu en fais autant. Ah oui, c'est rude comme déclaration. J'ai pas été loin du suicide. Hein. J'ai été et ce déchirement total que Proust ne fait que parler de ça, de dans tous les amours qu'il raconte. Il y a beaucoup d'amour dans la recherche. Il y a d'abord dans la première partie. Il y a beaucoup de recherche d'amour. Mais laisse-moi énumérer les amours. Donc il y a l'amour du narrateur enfant, adolescent, dont on ne sait pas l'âge, mais il a 12, 13, 14 ans, pour la jeune Gilberte Swann, la fille de Swann. Avec qui il joue aux Champs-Élysées et qu'il rêve dans les jardins des Champs-Élysées. Et donc voilà, qu'il obsède complètement, comme j'étais obsédée totalement par l'objet de chacun de mes amours, brûlant d'entendre le nom prononcé. Enfin, il y a toute cette description des symptômes chez Proust. Vous le disiez, mais oui, c'est moi. Et puis ensuite, il décrit évidemment Swann. Donc il va en arrière, à l'époque de ses parents, et il décrit la jeunesse de Swann et son amour pour une femme qui s'appelle Odette, qui est une cocotte, qui n'appartient pas à son monde, une femme, des phrases célèbres, une femme qui n'est pas son genre. Et cette femme-là, eh bien, il va l'épouser, qui est peut-être la seule façon de ne pas être torturé par elle, mais continuer à être torturé par elle. La jalousie le torture. Et vous savez, il est très, très lucide sur l'amour Proust. Alors, il dit des phrases comme, par exemple, la beauté, les attraits d'une personne sont beaucoup moins importants en amour qu'une phrase comme non, je ne serai pas libre ce soir. Ou bien. Et vous dites à un moment, l'amour comme un. Il parle de l'amour comme un clinicien, comme une maladie en grande souffrance. Oui, il décrit, c'est vraiment un fils de. Donc il n'aime pas, en fait. Comment ? Il n'aime pas. C'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il. Quand on est médecin de l'amour, on n'est pas. D'abord, forcément... il écrit en fils de médecin et en frère de médecin. Donc, effectivement, il décrit l'amour comme un parasite qui vient se loger comme un parasite. Chez les êtres humains, qui a une affinité comme ça pour les corps. Il vient se loger dans les corps. Et finalement, il dit l'amour, mais il n'est pas le premier à dire que l'amour n'a pas de rapport avec l'objet de l'amour. La femme ou l'homme le plus beau du monde pour vous n'aura aucun intérêt pour votre voisin qui ne comprendra pas comment vous pouvez être obsédé. Il y a une scène très drôle d'ailleurs, parce que je compare un peu parfois à Proust et à Woody Allen ou à Molière. C'est un peu le même genre de comique pour moi. Et à un moment, il y a une scène dans un film de Woody Allen
où Diane Keaton parle avec donc un personnage qui est joué par Woody Allen. Elle lui parle de son amant et elle dit qu'il est incroyablement beau, il est sexy, enfin, il est tellement beau, elle n'en peut plus, elle n'a qu'une envie, c'est de le revoir. Et puis tout à coup arrive, alors vous voyez l'acteur Wallace Shawn, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est un petit bonhomme bedonnant, chauve, et on la voit qui dit c'est lui, il est encore plus sexy que d'habitude. Et on voit Woody Allen qui regarde comme ça. Hébété. Et vous voyez, c'est ça, Proust. C'est vraiment dire ça n'a aucun rapport avec la beauté de la personne. Ce que vous projetez, c'est une question d'imaginaire. C'est ce que vous projetez sur l'autre personne. Et malgré ça, même si on sait que l'amour est aveugle, on le sait depuis le début des temps, même si donc l'amour en soi est sans rapport avec la valeur d'une personne, sinon ce serait assez facile évidemment de trouver, d'avoir un programme d'ordinateur qui vous trouve comme ça quelqu'un dont vous pouvez tomber amoureux. Il dit que même si donc il n'y a pas de rapport avec la valeur d'une personne, l'amour en soi est un sentiment qui, pour Proust, a une valeur immense parce qu'il vous donne, par la souffrance, accès à ce qu'il y a d'essentiel en vous. Et je crois qu'on a tous été amoureux et on sait tous ça, que dans les moments d'amour, on sent une intensité, une richesse humaine, une empathie aussi pour l'autre. Enfin, on a accès à une forme d'altérité par la souffrance. Voilà. Donc c'est vrai que donc ça c'est ma vision de l'amour à 15 ans, hein, qui était l'amour impossible. Est-ce que vous me permettez de lire un tout petit bout pour que je dise le moment où je me suis éloignée donc de... J'ai gardé la page sans savoir que vous aviez. C'est vrai, c'est celle-là. Le moment évidemment, donc la fin de cette J'ai partie. lu le livre et j'ai trouvé, vous savez quoi? Quand j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir. D'accord, vous êtes dit qu'enfin... Parce qu'il y a quand même aussi une raison pour laquelle, je commence un peu avant, le malheureux Proust, pour lui, l'amour était totalement impossible, parce que même si dans À la recherche du temps perdu, bon, je n'ai pas énuméré tous les amours, mais même si dans La recherche du temps perdu, son narrateur, Marcel, est amoureux d'une Albertine, évidemment, on sait bien que Proust était homosexuel, à une époque où C'était interdit, quasiment. socialement, ça n'était vraiment, vraiment pas facile, à tel point même que un journaliste a fait allusion dans un article de façon assez voilée mais ironique à l'attachement très particulier de Proust et de Lucien Daudet, un des fils de l'écrivain Alphonse Daudet. Et bien Proust l'a tout bonnement provoqué en duel. Vous voyez, donc on plaisantait pas avec ces choses-là. Et donc l'amour, ben, lui, évidemment, n'est intéressé que par des amours interdits. Et il y a un plaidoyer de l'homosexualité dans son livre, même si son narrateur ne l'est pas homosexuel. Tous les personnages, finalement, à la fin de la recherche, ils sont tous plus ou moins homosexuels. Et il y a un plaidoyer de la souffrance de celui dont l'amour est banni par la société. Et c'est très fort et très beau. Mais alors, je vous disais que moi, donc voilà, en amour avec le temps, je me suis éloignée de Proust. À 18 ans, peut-être en Bretagne, quand je suis allée chercher dans son berceau le bébé de ma sœur pour lui donner son biberon après une sieste. Un filet de vomi a coulé de sa bouche, sa tête est tombée sur son épaule, il ne s'est pas réveillé. J'ai hurlé le nom de ma sœur, incapable d'imaginer qu'un bébé de 4 mois dont les pleurs avant de s'endormir 2 heures plus tôt résonnaient encore dans ma tête, pouvait mourir. Je suis rentrée à Paris où depuis 1 an et demi j'étais folle d'un amour platonique pour un camarade d'études, le fils du grand philosophe dont j'ignorais le nom avant d'entrer en Hippocagne, ce nom que je cherchais depuis toutes les occasions de prononcer, comme Marcel, celui de Swann. L'enfant de ma sœur est mort et j'ai senti une honte infinie pour ma douleur fantôme après avoir été témoin de celle réelle de ma sœur de 22 ans qui ne pleurait même pas mais se touchait le ventre et disait « J'ai mal, j'ai mal ». Quand les bébés de 4 mois mouraient dans ce monde, comment pouvait-on se languir d'un amour passionné et non réciproque? Donc voilà, donc il y a effectivement un changement à un certain moment dans ma vie qui fait que je me suis détournée de cette façon d'aimer impossible, de cet amour torture, de cet amour où on subit la souffrance du désert, du désert que produit le silence de l'autre, de la jalousie, enfin de tout, vraiment, il n'y a que une définition négative de l'amour chez Proust. C'est impossible. D'ailleurs, Proust dit bien, il faut ne plus vouloir pour avoir.
il faut ne plus vouloir pour avoir. Il y a plein de sentences comme ça chez Proust, qui sont des phrases qui Vous sont partagez celle-là, par exemple? mais totalement. Enfin non, pas, Totalement. pas en amour maintenant, mais c'est une Ah. phrase qui est toujours restée dans ma tête. Il faut ne plus vouloir pour avoir. Peut-être que elle désigne d'autres domaines pour moi. Il ne cesse de dire ça. Le désir, votre désir, est le plus grand obstacle qui existe entre l'objet de votre amour et vous. Le seul problème, c'est que quand vous cessez de désirer, l'obstacle tombe, soit, mais vous n'avez plus envie, vous ne voulez plus cette personne. Donc il y a vraiment un paradoxe total de l'amour. Mais donc voilà, donc ça c'était ma lecture à 15 ans. À 16 ans, bon, voilà. Et puis après, à 20 ans, j'ai fait une autre lecture. Il nous reste 7-8 minutes. Aïe, aïe, aïe. Oui. On n'a pas commencé le plus non, important. J'ai envie de parler avec vous parce que Proust est lié au temps, la recherche du temps perdu. Et là, vous êtes, c'est quelque chose que vous connaissez mieux que l'amour à 15 ans, c'est-à-dire que vous avez vécu dans votre vie, vous avez traversé des espaces-temps. Et je voulais vous poser la question sur le rôle, si j'ai bien compris, parce qu'avec Proust, il faut toujours se méfier, mais si j'ai bien compris, le temps efface tout, le temps détruit tout, le temps oublie tout. Le temps est un adversaire total de l'esprit humain. Et je voulais vous poser la question sur ce point précis. Est-ce que vous êtes sur la même pensée que Proust, vous qui avez eu 3 lectures différentes, est-ce que le temps vous apparaît à vous, dans votre vie, comme étant la condamnation que Proust met dans ses livres? Alors déjà, je ne sais pas si le temps, vous avez dit le temps, alors il le présente en effet, le temps, il a une métaphore qui est celle du python. Le temps, c'est ce python qui dévore tout, quoi, qui dévore le chagrin, qui dévore tout. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il est l'ennemi de l'esprit humain, parce qu'il y a chez Proust 2 formes de mémoire. La mémoire volontaire, qui est la mémoire plus intellectuelle, donc qui serait celle de l'esprit humain, et puis cette autre mémoire, la mémoire involontaire, qui est la mémoire sensorielle, la mémoire du corps, et qui est finalement la seule apte à lutter contre le temps, et la seule qui préserve quelque chose du vivant. Et c'est ce qu'on appelle chez Proust l'expérience de la Madeleine. C'est une expérience qui a quelque chose qui est à la fois très simple, mais qui l'isole dans le temps, en lui donnant une valeur, je ne sais pas, presque mystique. Donc vous voyez, le jeune homme est là, il boit une gorgée de tisane dans laquelle est trempé ce bout de madeleine qui était décrit dans les premiers textes comme un bout de biscotte. Peu importe. Et tout à coup, dans cette sensation qu'il a dans sa bouche, cette sensation de la tisane et de la madeleine, remonte toute la chambre de sa tante à Combray, où enfant il a pris de la madeleine dans de la tisane, comme à ce moment-là. Alors parfois on a tendance à parler de nostalgie, mais il ne s'agit pas du tout de nostalgie chez Proust. Il s'agit du fait que... Mais quel est le phénomène finalement? Parce que tout le monde parle de la Madeleine de Proust, mais on ne lui donne pas la substance peut-être qui est la plus intéressante. Alors ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est qu'il y a un moment du passé qui surgit à travers la mémoire involontaire, et Proust nous dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a un souvenir qui surgit, parce que c'est un détail qui était si peu important, cette tisane, ou alors je ne sais pas, un moment il a un autre exemple où son pied sur un des pavés irréguliers, son pied qui a pas trébuché, mais enfin senti pivoter. C'est un détail tellement peu important que son esprit justement ne l'a pas enregistré. Ça n'avait aucune valeur pour l'esprit. C'est pour ça que je tique sur le mot esprit. Et comme ça n'avait aucune valeur pour l'esprit ne l'a pas gardé en mémoire. Mais tout ce qui est en mémoire est oublié. Donc le python, qui est le temps, qui dévore tout ce qu'on a gardé dans notre mémoire. Par contre, ce que vous n'avez pas gardé dans votre mémoire, ce qui était dans l'oubli parce que ça n'avait pas d'importance, cette sensation qui n'avait aucune importance, à laquelle vous n'avez jamais pensé de votre vie. Elle échappe au désastre. Parce qu'elle était dans l'oubli, elle échappe au désastre, elle est préservée. Et au moment où tout à coup, à travers cette sensation que vous ne pouvez pas provoquer volontairement, qui arrive comme ça, le passé surgit, vous vous retrouvez hors du temps, parce que vous êtes dans le présent, dans votre corps, dans le moment présent, avec une sensation présente,
et le passé vient en même temps se greffer sur cette sensation présente, et vous vous retrouvez hors du temps, vous vous retrouvez dans ce qui est en fait une forme d'éternité, ni dans le passé ni dans le présent. Ça dure 2 secondes, ça disparaît. Et ce sont ces 2 secondes à laquelle Proust va consacrer 7000 pages. C'est-à-dire son œuvre a pour but de faire cette théorie du vivant qu'on préserve contre l'oubli, contre la mort, contre le temps. Pour moi, Proust, c'est ça, c'est garder la vie en vie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Garder le vivant en vie. Comment c'est la première fois que j'entends quelque chose de construit sur cette affaire de Madeleine. Comment se fait-il qu'en 2 secondes, involontaire, Oui. se transforme en monument national? Et m'ont dit, la Madeleine de Proust, ça veut, mais c'est souvent compris de travers, mais c'est connu de millions et de millions de gens. Oui. C'est-à-dire que ce ressenti qui a été 2 secondes dans la vie de Proust devient un phénomène mondial partagé par des centaines de millions de personnes. Comment vous expliquez cette résonance d'un homme troublé 2 secondes, mais qui trouble des centaines de millions de personnes derrière? Ce sont 2 secondes, mais qu'il transforme en 7000 mythe. pages. En mythe. Donc, il a une capacité à articuler. En fait, il travaille sur le temps. Il travaille essentiellement sur le temps. Et on le compare à Bergson, à Freud. Moi, je ne suis pas philosophe. Donc, mon pur intérêt pour Proust, c'est un intérêt humain et un intérêt de romancière. Et aussi un intérêt d'écrivaine. Et ce qu'il nous dit finalement à la fin de À la recherche du temps perdu, c'est que l'unique manière de préserver d'échapper à cette loi du temps qui est la mort, c'est l'œuvre d'art. D'ailleurs, j'aurais juste voir, comme j'aime pas citer Proust de travers, donc j'ai du coup noté 1 ou 2 phrases. Voilà, s'il n'y avait pas l'art, la façon différente dont nous apparaît le monde resterait le secret éternel de chacun. En fait, c'est ce moment où, à travers donc, cette épiphanie de la Madeleine, vous avez accès à ce moi oublié, vous transcendez le temps. L'œuvre d'art, c'est la transcendance du temps. Mais là, on va perdre nos spectateurs, donc on va essayer de revenir à des choses plus concrètes. Non, mais oui, je trouve que cette contribution-là, c'est bien d'en dire quelques mots, parce que on n'aurait pas pu le dire comme vous venez de le dire. C'est comme ça que je voudrais. Et ça, c'est la lecture que j'ai faite, donc ma dernière lecture à 50 ans, mais c'est une lecture que j'ai faite parce que j'écrivais un roman sur un ami qui s'était suicidé. C'est un de vos magnifiques romans. Qui s'appelle L'autre qu'on adorait. Ah, oui. Et cet ami avait fait sa thèse sur Proust aux États-Unis, il vivait aux États-Unis comme moi. Et je voulais écrire le roman de son point de vue, ce qui est quand même pas évident d'écrire du point de vue de quelqu'un qui se suicide, qui aboutit à la mort, dans la mesure où moi, je ne m'étais pas suicidée. C'était pas un ami, c'était quelqu'un de très proche de vous. De très proche, avec qui j'avais une liaison, mais à 20 ans. Oui, enfin, mais voilà, donc, vous étiez resté en contact tout oui, le temps. Oui, c'était un ami très proche, et sa mort a été un choc absolument gigantesque. Et donc, comme je voulais me placer dans sa tête, je devais réussir à créer sa vie intérieure, ce qui était extrêmement difficile parce que cet ami était brillant, extrêmement drôle, extrêmement intelligent, plus que je ne le suis. Donc c'est toujours difficile de créer quelqu'un de génial quand vous ne l'êtes pas. Et donc j'ai utilisé Proust. Je suis allée relire À la recherche du temps perdu, dont je savais qu'il le connaissait par cœur, et j'ai placé des pensées, sa mémoire de À la recherche du temps perdu, à plein de moments du roman. Il est dans une sorte d'écho avec Proust tout le temps, et en particulier parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, Proust, dans À la recherche du temps perdu, ne cesse de parler de sa nullité intellectuelle, du doute qu'il a sur lui comme écrivain, de sa procrastination parce qu'il n'arrive pas à se mettre au travail. Il ne cesse d'en parler. Il a eu un mal fou à se mettre au travail. Un mal fou. Et il a douté de lui, il a douté de la valeur littéraire, et il le dit dans À la recherche du temps perdu. Et mon ami, c'est certainement quelqu'un que la création aurait sauvé et qui n'a pas réussi à créer. Il a même tout effacé sur son ordinateur, enfin, avant de mourir. Il n'a pas réussi.
Il a été bloqué dans la création. Il a tout effacé. Et comment? Il a tout effacé. Et je suis sûre que les phrases de Proust sur sa nullité, sur la procrastination, sur le fait qu'il, sur la maladie aussi. Mon ami était bipolaire, il a découvert un an avant sa mort qu'il était bipolaire. Tout cela a fait écho en lui. Voilà. Et donc ma troisième lecture, vous voyez, était une lecture où j'ai relu Proust à travers le prisme je cherchais à retrouver le regard de mon ami. Et en même temps, donc il y a à la fois le doute, il y a le sentiment de la nullité, et il y a en même temps ce dont on parlait juste avant, donc je ne vais pas en reparler maintenant, l'œuvre d'art, l'épiphanie, l'accès à l'art. Vous savez, le personnage de Swann qui écoute cette petite phrase de musique, comme ça, la petite phrase de Vinteuil, et qui lui non plus, il crée pas Swann, mais il sent à travers son écoute de cette petite phrase l'accès à une autre dimension, à un autre monde. Il change Donc d'étage. on sort de la mondanité. Et mon ami, c'était pareil. Il était tout le temps en train de sortir, de voir des amis, mais c'était un mélomane, c'était un passionné de littérature, un passionné d'art, et il y avait l'accès à cette autre dimension, à l'art. Voilà. Et donc, il y a tout ça chez Proust. Il y a tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez donné envie de lire Proust, mais vous avez donné envie de lire votre livre. Bah ça, je ne sais pas, on verra. Non, parce que je dis ça parce que c'est une bonne introduction. Mais on n'a pas du tout parlé de la deuxième partie, quand même. Non, mais malheureusement, le temps est impitoyable. 2 mots, parce que je vous disais qu'il est très drôle, et donc ma deuxième partie, elle est beaucoup là-dessus, sur le comique, l'ironie, la façon dont il se moque de lui-même, et surtout la façon dont il se moque de moi. Il ne me connaissait pas, mais il se moque beaucoup de moi, en tout cas. Il se moque de tout le monde, donc chacun est concerné par la lecture de cet auteur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Catherine Cusset. C'était un plaisir. Et merci de nous aider à monter l'étage pour rejoindre Proust.